Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD, toujours de lecture de sciences sociales, toujours sur le petit traité de manipulation à l'adresse, non, à l'usage des honnêtes gens. On est donc au chapitre 5, la porte au nez, donc une nouvelle technique qui va être explicitée, un nouveau mécanisme qui va être explicité, référence à la pluie, bien entendu, comme toujours. C'est toujours le livre de Jean-Léon Beauvois et de Robert Vincent Joule. Évidemment, on ne les présente plus, hein, ça doit être la sixième VOD, un truc comme ça. Ça doit être la sixième VOD, donc vous commencez à avoir l'habitude des auteurs, je pense. Mais on sait jamais, il faut quand même les rappeler. Donc c'est parti, chapitre 5, la porte au nez. Nous avons laissé Madame O distribuant des tracts sur le boulevard Paul Vaillant Couturier. Nous la retrouvons alors qu'elle vient de distribuer le dernier. Il est 17h, mais le soleil est encore haut. Elle va enfin pouvoir profiter de son samedi. Aussi rentre-t-elle chez elle, sans davantage perdre de temps, d'un pas décidé. La place de la cathédrale, lorsqu'on quitte le tohu-bohu des zones commerçantes, surprend toujours par son calme, sa fraîcheur, son côté ancienne colonie dolmate. Ce serait quand même dommage, soupire-t-elle, si cette nouvelle rocade venait balayer ce havre de paix, pourvu que cette pétition aboutisse à quelque chose. Le temps de passer le pont pétionné, de gravir la rue courtisane, la voilà devant sa porte. Qui aurait pu penser que cette journée serait pour Madame O la journée des bonnes actions? Derrière elle, un individu habillé sobre mais distingué, style vieux professeur de bridge. Excusez-moi, chère madame. Il lui tend une carte d'accréditation de l'association L'Arme Blanche, une association de bénévoles qui aide les jeunes délinquants repentants de la région de Dolmos à remonter la pente après un premier délit. Je suppose que vous connaissez notre association. Je suis en train de recruter des volontaires. Il s'agit de donner à des délinquants, durant leur temps de détention, un peu d'affection en jouant auprès d'eux le rôle d'une mère, d'une sœur. Vous me comprenez, il est très important qu'ils puissent garder un contact avec l'extérieur. Nous avons besoin de personnes qui accepteraient de passer 2 heures par semaine pendant au moins 2 ans avec un jeune délinquant, toujours le même, afin de lui parler, de le comprendre, surtout de l'écouter. L'écoute, c'est essentiel, n'est-ce pas? Seriez-vous intéressé? Madame O est interloquée. Comment peut-on oser demander à quelqu'un une chose pareille? 2 heures par semaine, pendant 2 ans? C'est extravagant. Je suis navré, c'est absolument impossible. L'inconnu semble désolé. C'est vrai, poursuivit-il. C'est un peu long, mais vous savez, c'est le temps qu'il faut. Puis il ajoute avant que Madame O n'ait fait volte-face. Nous avons également besoin de volontaires pour accompagner un groupe de jeunes délinquants en visite dans une entreprise. Il s'agit d'une entreprise de presse. La société Scriptura, avenue Gutenberg. Cela ne vous prendrait que 2 heures et bien sûr, vous ne vous engagez que pour une seule fois. Qu'en pensez-vous? Combien serait-il? Ce serait quand, s'informe-t-elle, compatissante? Et c'est ainsi que Madame O fut amenée à passer un après-midi en compagnie de 6 jeunes délinquants machistes, et, c'est un euphémisme, plutôt turbulents. Dans cette nouvelle aventure, Madame O accepte, assez curieusement, de se consacrer 2 heures de son temps à une noble cause. Donner un peu de son temps pour défendre une noble cause n'est pas un choix curieux. Ce qu'il est, ce sont les conditions dans lesquelles Madame O a été conduite à le faire. Un inconnu l'aborde dans la rue, lui adresse une requête exorbitante qu'elle ne pouvait manifestement pas accepter. Même si la cause est belle, qui accepterait de donner chaque semaine pendant 2 ans 2 heures de son temps simplement parce qu'un inconnu lui en a fait la demande sur le pas de sa porte? Vous vous dites probablement qu'une saine réaction de Madame O eût été d'envoyer l'inconnu sur les roses. Par politesse, plus que par tempérament sans doute, elle se contente de refuser cette requête insensée. L'inconnu, lui, s'il semble désolé, n'est en rien décontenancé. Et pour cause. La raison... Hop, hop, hop. La raison effective... Merde, j'avais raté la phrase, désolé. La raison effective pour laquelle il a abordé Madame O n'a pas encore été dévoilée. Accompagné pendant 2 heures un groupe de jeunes délinquants en visite dans une entreprise de presse. Cette requête n'a, évidemment, à l'évidence, aucune commune mesure avec la précédente. Comparativement, elle semble même raisonnable. D'ailleurs, après avoir refusé la première sans la moindre hésitation, Madame O paraît concernée par la seconde, puisqu'elle en vient aussitôt à des questions d'ordre pratique. Combien serait-il? Ce serait quand? Mais Madame O aurait-elle eu la même réaction si elle n'avait pas été d'abord confrontée à une requête inacceptable qu'elle ne pouvait que refuser? Certainement pas. Alors autant admettre tout de suite le rôle décisif joué par ce refus d'une première requête. Tout se passe effectivement ici, comme si c'était le refus de cette première requête qui avait prédisposé Madame O à accepter la seconde.
Cette façon de procéder qui revient à formuler une requête trop importante, pour qu'elle soit acceptée avant de formuler la requête qui porte sur les comportements attendus, une requête de moindre importance, correspond à une nouvelle stratégie de manipulation. La stratégie de la porte au nez. Sans doute les spécialistes anglo-saxons ont-ils choisi cette expression imagée, parce que toute la dynamique de la stratégie repose sur un refus initial. Des gentils accompagnateurs. C'est encore à Cialdini et à ses collaborateurs, Cialdini, Vincent, Lewis, Catalan, Weller et Darby en 1975, que l'on doit la première réalisation expérimentale du phénomène de porte au nez. Coïncidence ou pas, cette première réalisation expérimentale ne va pas sans rappeler la dernière aventure de Manamo. Il s'agit d'obtenir d'étudiants, sollicités sur le campus de l'université de l'Arizona, qu'ils veulent bien accompagner pendant 2 heures de jeunes délinquants aux visites aux zoos. Lorsqu'ils formulent directement cette requête, condition contrôle, les chercheurs n'obtiennent que 16,7% d'acceptation. Ils s'y prirent alors différemment, avec d'autres étudiants. Cette fois, ils formulèrent d'abord une demande démesurée, la condition expérimentale. Elle était énoncée en ces termes. Nous sommes en train de recruter des étudiants qui accepteraient de travailler comme conseillers bénévoles au centre de détention pour jeunes délinquants de la région. Ce travail exige que vous lui consacriez 2 heures hebdomadaires pendant au moins 2 ans. Vous seriez amené à tenir le rôle d'un grand frère de l'un des garçons au centre de détention. Seriez-vous intéressé? Évidemment, tous les étudiants sollicités refusent. La seconde requête était presque présentée aussitôt. Nous recrutons également des étudiants pour accompagner un groupe de jeunes du centre de détention lors d'une visite au zoo. Ici encore, nous avons besoin de bénévoles. Ça vous prendrait environ 2 heures dans l'après-midi ou la soirée. Seriez-vous intéressé? 50% des étudiants cette fois répondent oui. Déjà, c'est très fort. On a personne qui dit oui à 50% des gens qui disent oui. C'est déjà un effet qui est très gros. D'un point de vue du comportement, c'est quand même déjà impressionnant. C'est déjà pas mal. La stratégie de la porte au nez permet donc de tripler le nombre de personnes qui, en définitive, acceptent d'accompagner les délinquants en visite aux zoos. Nous tenons bien là une nouvelle technique de manipulation, dont l'efficacité peut être tout aussi spectaculaire que celle des précédentes. Elle est sous-tendue par un principe qui apparaît comme l'inverse de celui qui est en jeu dans la technique du pied dans la porte, puisqu'il s'agit cette fois de faire précéder la requête finale, non plus d'une requête qui porte sur un service de moins coûteux, mais au contraire sur une requête qui porte sur un service qui l'est au contraire bien davantage. Plus précisément, son principe consiste à demander d'abord à quelqu'un qu'il nous rend un service très important, trop important, pour qu'il consente à nous l'accorder, avant d'en solliciter un second, dont le coût par contre est moindre. Les chats, ils sont en train de se battre en plein milieu du salon et c'est ça qui fait des bruits monumentaux. Je sais pas si vous entendez les chats qui sont en train de jouer, mais ils font du sbull. Hé, on se calme un peu? Eh ben, ils sont bien agités. Donc là, il nous explique vite fait, rapidement, parce qu'après évidemment on va rentrer plus dans les procédés, mais il nous explique un peu plus comment est-ce que ça marche du coup la porte au nez. Et donc c'est simple, vous demandez un très gros service, ce qui fait que la personne va refuser. Comme la personne va refuser, elle va peut-être se sentir redevable parce qu'elle vous a dit non. Vous savez les règles de société, tout ça, faire des services, rendre des services, tout ça. Vous avez dit non à quelqu'un. Donc, d'une certaine manière, peut-être que vous vous sentez un peu redevable. Et de fait, du coup, derrière, vous dites oui quand on vous demande un plus petit service. Ça, c'est une première explication possible qui va être, je pense, explicitée derrière. Mais une autre possibilité, qu'ils mettent aussi un petit peu en avant, c'est que en ayant dit d'abord non à une très grosse demande, la deuxième demande, en fait, qui est beaucoup moindre, beaucoup moins coûteuse, vous semble beaucoup plus raisonnable. Par contraste, puisqu'on vous a demandé un très gros truc qui était trop coûteux pour que vous disiez oui, puisqu'on vous a demandé un très gros truc, la deuxième demande derrière, qui est peut-être beaucoup aussi, qui est peut-être très coûteuse, parce que notamment aller accompagner des gens pendant 2 heures que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, en l'occurrence des délinquants, quand vous êtes quelqu'un de lambda qui ne travaille pas spécialement dans ces milieux-là, ça peut faire peur, ça peut être coûteux, ça peut quand même vous engager à faire des choses qui ne vous tentent pas du tout. Et pourtant, elle a l'air vachement plus raisonnable, contrairement à la première demande. Et c'est ça aussi qui va faire que vous acceptez. C'est un peu le même principe qu'on a dans la fenêtre d'Overton, vous savez, à force de décaler le débat d'un côté, les choses qui étaient inacceptables deviennent acceptables. Et bien là c'est un peu le même principe. Là en ayant décalé justement votre fenêtre, et bien finalement, grâce à une très grosse demande, finalement la seconde demande est acceptée.
Alors que de base, sans avoir fait cette demande énorme, votre fenêtre s'est décalée, on aurait dit bah non, c'est beaucoup trop coûteux, on n'y va pas, on le fait pas. Et ça, c'est assez intéressant, c'est assez rigolo comme mécanisme, parce que du coup, c'est exactement le mécanisme opposé à celui qu'on a vu juste avant, donc dans la précédente VOD, pour ceux qui sont sur YouTube, qui est le pied dans la porte, où justement on fait une petite demande, ce qui nous fait avoir un oui, et derrière on a une autre demande un peu plus coûteuse, et comme on a obtenu un oui, la personne est engagée dans le processus et va nous dire oui encore. Donc c'est assez rigolo de voir vraiment des mécanismes qui sont totalement opposés, mais qui ont le même résultat final. Cette façon de procéder n'a en fait rien de neuf. Elle s'apparente aux pratiques de marchandage, probablement aussi vieilles que le commerce. Le marchandage ne consiste-t-il pas, lors d'une interaction marchande, à partir de positions extrêmes pour parvenir aux positions moyennes les plus utiles ou les plus confortables possibles? La similitude est patente. Dans le cas du marchandage, comme dans celui de la porte au nez, on commence par demander beaucoup dans l'obtention d'obtenir moins. Mais au-delà de cette similitude, les divergences ne manquent pas, si bien que si marchandage il y a, il ne porte en définitive que sur la sauce à laquelle le manipulé va être mangé. En premier lieu, les individus manipulés par la porte au nez ne sont pas entrés de leur propre chef en relation avec quelqu'un dans le but d'en retirer un bénéfice, leur intérêt personnel n'étant pas concerné, contrairement à ceux qui entrent en marchandage, dans le but avoué de réaliser une bonne opération, une bonne affaire. En deuxième lieu, la porte au nez. Les échanges ne se font pas sur un continuum à l'intérieur duquel les protagonistes peuvent à leur gré se mouvoir, mais sont régis par la loi du tout ou rien, accepter ou refuser une proposition donnée. En troisième lieu, et peut-être surtout, dans un marchandage authentique, la position finale n'est pas fixée à l'avance, c'est même l'objet du marchandage que de la fixer. Dans la porte au nez, au contraire, le manipulé se voit offrir deux choix successifs, dont le premier est illusoire, si bien que la position finale est déterminée a priori. En somme, dans le marchandage, la relation acheteur-vendeur est une relation plus symétrique. Il s'agit de parvenir à se mettre d'accord sur un moyen terme. Les jeux sont ouverts. Qui va l'emporter? À qui la transaction sera-t-elle la plus profitable? Personne au départ ne peut le dire. Le marchandage ne procède donc pas de la manipulation, contrairement à la technique de la porte au nez. L'efficacité de cette nouvelle technique a été testée, comme celle des techniques de manipulation précédentes, le pied dans la porte, l'amorçage, le leurre, auprès de publics différents, à propos de comportements divers. Ainsi, les psychologues sociaux ont-ils pu s'adresser à des étudiants, mais aussi à des passants, à des clients d'opérateurs téléphoniques, etc. Pour obtenir non seulement qu'ils accompagnent un groupe de délinquants en visite au zoo, mais aussi qu'ils distribuent des brochures sur la sécurité routière, qu'ils prennent part à une enquête téléphonique, qu'ils aident quelqu'un dans l'embarras, ou même encore qu'ils martyrisent un rat en lui envoyant des décharges électriques pendant 2 heures, à ceci. Et ceci après les avoir conduits à refuser une première requête extravagante, comme, hormis s'occuper des jeunes délinquants pendant 2 ans, à raison de 2 heures hebdomadaires, consacrer 2 heures par semaine durant une période de 2 ans à la promotion de la sécurité routière, participer à une enquête téléphonique excessivement longue, donner son sang une fois par mois pendant 4 ans, administrer quotidiennement pendant 3 mois des chocs électriques à des sujets humains. Ouais, on s'éclate bien, hein, n'empêche, en psychologie sociale, hein. Vous avez vu, c'est fun, hein. On fait des trucs cool, hein. Alors rassurez-vous, on les fait pas pour de vrai. Hein, là, les grosses demandes, c'est pas fait pour qu'on les fasse pour de vrai, hein. C'est du flan, hein, sachez-le. Hein. C'est juste pour faire une grosse demande et pour que les gens la refusent. C'est juste pour tester des trucs, mais on le fait pas pour de vrai. Hein, rassurez-vous. Hein, on est gentil en sciences sociales. Enfin un peu, quand même. Quand même. Une bonne porte au nez. Cette année, la fête de la Saint-Jean est organisée sous la houlette de votre club de collectionneurs de boîtes d'allumettes suédoises, au profit de nouveaux pauvres pour votre commune. Que cela vous enchante ou non. Votre tour est arrivé. C'est donc à vous que vous revient la lourde charge de cette organisation. Et tout ne va pas pour le mieux. Cette année encore, s'il est facile de trouver des volontaires pour allumer les feux, c'est la croix et la bannière pour trouver une âme charitable qui veuille bien tenir le stand de la poule sauteuse. C'est pourtant ce stand qui permet généralement de dégager le plus gros bénéfice. Depuis que votre nièce est allée rejoindre son mari sous d'autres cieux, impossible de trouver une personne dévouée pour s'occuper de ce stand qui fait tant rire petits et grands. Vous pensez alors, dans un moment de profonde inspiration, à en appeler à votre cousine Aphrodite, la célibataire au grand cœur de la famille. Ne vous est-elle pas si gentiment prêtée il n'y a pas si longtemps sa maison de campagne pour recevoir les membres de votre club. Le stand de la poule sauteuse lui ira comme un gant, ne pouvez-vous vous empêcher de penser. Pour ne pas recourir une seconde fois à la stratégie du pied dans la porte, et prendre ainsi le risque inutile d'éveiller ses soupçons, vous envisagez de pratiquer en cette nouvelle occasion une bonne porte au nez.
À nouveau, vous vous interrogez sur la meilleure façon d'opérer pour réussir votre manipulation. La question qui vous vient d'abord à l'esprit concerne l'importance de la requête initiale. Comment déterminer le coût du premier service demandé? Le spécialiste en Portonnet vous répondra sans embâche qu'il faut que ce service soit vraiment très coûteux. Il argumentera sa réponse en vous faisant savoir que dans la totalité ou presque des expérimentations, la requête initiale est rejetée par 100% des gens. D'ailleurs, le fait déterminant n'est pas que cette requête soit refusée, mais qu'elle soit jugée trop coûteuse. Il ajoutera que l'on trouve dans la littérature scientifique des cas dans lesquels une requête insuffisamment coûteuse était rejetée sans pour autant déboucher sur un effet de porte-au-nez. Alors n'hésitez pas, demandez l'impossible. La question qui vous préoccupe ensuite a trait à la similitude des deux requêtes. Doivent-elles porter sur le même type de service? Ou vaut-il mieux qu'elles concernent des causes différentes? Le spécialiste n'hésitera pas davantage. Il vous dira que dans l'idéal, il faudrait que les deux requêtes ne varient que sur le coût. Ne varient pas... Attendez. Si, ne varient que par leur coût. Pardon, j'ai eu du mal à lire. Qu'en tout état de fait, elles doivent s'inscrire dans un même projet, relever d'une même identification de l'action. Il poursuivra en vous faisant savoir qu'il est important que les deux requêtes puissent être légitimées par quelque noble cause. La fin dans le monde, la recherche médicale, la réinsertion des délinquants, la sécurité routière, la protection de l'environnement sont aujourd'hui parmi les plus classiques. On peut certes trouver ici ou là de rares recherches dans lesquelles les stratégies de porte-au-nez étudiées s'articulent autour de requêtes ne mettant pas en jeu des causes particulièrement édifiantes. N'avons-nous pas évoqué précédemment des requêtes relatives à des enquêtes téléphoniques, ou même à l'administration de chocs électriques dans un cadre expérimental? Mais rien ne prouve que ces sujets ont été confrontés à ces requêtes, n'ont pas vu briller derrière le chercheur le flambeau du prosélytisme de la science. Pour ce qui est de votre cousine, conclura le spécialiste, vous avez une fort noble cause à mettre en avant. Alors, point n'est besoin de tergiverser. Aphrodite ne pourra que se sentir concernée par les nouveaux pauvres de votre commune. Les pauvres sont d'excellents bénéficiaires du porte-au-nez. Il est important qu'ils le soient pour vos deux requêtes. La question sur laquelle vous souhaitez être maintenant éclairé concerne l'intervalle de temps qui doit séparer les deux requêtes. Doit-il être de plusieurs jours, de quelques heures, de quelques secondes? Ici encore, le spécialiste sera catégorique. Le plus bref possible. Au-delà d'une journée, il n'est guère possible d'obtenir un effet de porte-au-nez. Le mieux, c'est encore de formuler les deux requêtes l'une à la suite de l'autre au cours du même échange. C'est au demeurant la pratique la plus courante dans la recherche. Mais rétorquez-vous peut-être, si je comprends bien, cela implique que ce soit la même personne qui formule les deux requêtes? À ma connaissance, précisera le spécialiste, et je connais mon métier, aucune recherche n'a jamais donné lieu à un puissant effet de porte-au-nez lorsque les deux requêtes étaient formulées par deux expérimentateurs différents. Je ne puis donc que vous recommander de formuler vous-même les deux requêtes. Puis je m'adressais à ma cousine en lui passant un coup de téléphone. Je ne saurais que trop vous le déconseiller. Certes, il est arrivé qu'on réussisse des porte-au-nez téléphoniques, notamment lors de campagnes caritatives. Il y a aussi les hommes du commerce qui, vous le savez, aiment bien le téléphone. Ils ne se mettent pas dans les meilleures conditions. Rien ne remplace le face-à-face. Vous disposez désormais des connaissances suffisantes pour manipuler votre cousine. Il ne vous reste plus qu'à trouver la requête initiale idoine. Exorbitante, mais ni ridicule, ni incongrue, ni déplacée. Vous ne lui demanderez naturellement pas de vendre son château en Touraine au profit des pauvres de la commune. Le spécialiste vous suggérerait plutôt de demander à votre cousine de vous prêter, 2 jours par semaine, pendant 1 an, la fourgonnette qu'elle vient juste d'acheter pour remplacer l'ancienne, le temps pour votre club de se doter d'un véhicule, et de vous la prêter pour la bonne cause, la distribution de denrées alimentaires aux nouveaux pauvres. Assurément, elle refusera. La fourgonnette est neuve, et vous savez très bien que le jardinier en a besoin 6 jours sur 7. Bien qu'il s'agisse là d'une requête qui n'est en soi ni ridicule, ni incongrue, ni déplacée. Si cette suggestion vous paraît ingénieuse, une ultime question vous semble encore devoir être posée. Une idée vous trotte dans la tête. Vous vous souvenez du pied dans la porte, et plus particulièrement du pied dans la porte avec demande implicite, dans laquelle il n'est pas nécessaire de formuler la requête relative au comportement attendu pour obtenir satisfaction. Pourquoi n'en irait-il pas de même ici? Et rien n'exclut, après tout, d'envisager une porte-au-nez, demande implicite? Le spécialiste ne rejette pas a priori votre idée, et vous vous en félicitez. La pertinence de votre intuition témoigne, s'il en était besoin, que vous avez mis à profit votre visite chez son confrère, le spécialiste, en pied au pied dans la porte. C'est vrai, acquiesce-t-il. On connaît des recherches dans lesquelles on a pu observer des phénomènes de porte-au-nez, sans que la seconde requête soit explicitement formulée.
Mais les comportements attendus ne sont pas, à proprement parler, coûteux. Il s'agit par exemple d'aider quelqu'un à ramasser le lot de brochures qu'il a pu laisser choir. Tout bien considéré, je ne suis pas, pour ma part, persuadé que la stratégie de la porte au nez avec demande implicite puisse permettre d'obtenir des comportements véritablement coûteux. L'état actuel des connaissances ne me permet pas, en tout cas, de vous le garantir. Alors, tenez-vous-en au conseil que je viens de vous donner. Demandez à votre cousine qu'elle vous prête sa nouvelle fourgonnette. Laissez-la refuser, et un peu comme si vous lui tendiez une perche, faites-lui entendre qu'elle dispose d'autres moyens de se montrer utile aux nouveaux pauvres de la commune. Tenir le stand de la poule sauteuse à la fête de la Saint-Jean, le 23 et le 24 juin. Bien entendu, je ne saurais vous promettre qu'elle acceptera, mais je puis vous certifier qu'en procédant ainsi, vous multipliez vos chances de parvenir à vos fins. Allez, bonne chance. Surtout ne vous tracassez pas pour mes honoraires. Je commence à être moi-même convaincu qu'il faut faire quelque chose pour les nouveaux pauvres. Gardez donc mes honoraires pour eux. Un phénomène difficile à comprendre. Bon, vous voyez qu'ils aiment bien mettre des petites situations à la con. C'est rigolo en vrai, hein. Ils imaginent des petits trucs pour illustrer les propos. Ça marche très bien, hein. Le principe est propre, ça vous met en situation, ça vous présente un petit peu les tenants aboutissants, ça vous donne les bons conseils, c'est l'idée, hein, c'est l'idée. Un phénomène difficile à comprendre. Il est dans toutes les disciplines scientifiques des phénomènes qui résistent aux théories les plus courantes, comme aux théories les plus marginales. Aujourd'hui, en psychologie sociale expérimentale, le phénomène de porte au nez est de cela. Si diverses interprétations ont pu être données, aucune ne peut être tenue pour entièrement satisfaisante, le phénomène de porte au nez restant une énigme fascinante, selon Tussing et Dillard en 2000. Comment faut-il comprendre que le refus d'accéder à une requête exorbitante prédispose l'individu à accepter une requête ultérieure de moindre coût, mais néanmoins coûteuse? J'ai essayé de choper un chat mais j'ai échoué, c'est triste. Cialdini et ses collaborateurs, qui ont fait connaître ce phénomène à la communauté savante, furent, comme il se doit, les premiers à en proposer une explication. Selon ces chercheurs, et selon beaucoup d'autres, bon nombre de nos rapports sociaux seraient gouvernés par une norme générale, la norme de réciprocité. Cette norme orienterait notamment dans des situations d'échange, des conduites de négociation et de concession. N'est-il pas en effet de notoriété publique que les gens ont tendance à rendre les faveurs qu'on a pu leur accorder? D'ailleurs, expressions courantes comme donnant-donnant, couper la poire en deux, y mettre chacun du sien, renvoyer l'ascenseur, etc. illustrent très bien la prégnance de cette norme dans nos sociétés. Laissons Cialdini et ses collaborateurs nous dire comment, de leur point de vue, elle opère dans le phénomène de porte au nez. Si nous commençons par demander à autrui une faveur extrême, dont le refus est certain, et si nous passons ensuite à la moindre requête, il pourrait bien ressentir une pression normative qui le conduit à répondre à notre concession par une concession de sa part, dans la mesure où la situation est telle que la réponse d'autrui à notre requête implique fatalement un choix dichotomique. Oui, non. La seule façon pour lui de faire montre de réciprocité consiste à passer d'une position initiale de refus à une position seconde d'acceptation. Ainsi, par le biais d'un retrait illusoire de notre position initiale, il serait possible d'amener autrui à accepter la requête que nous désirons, au départ, lui faire accepter. Cialdini et Hall en 75, page 207. Ma hiérarchie a enfin écouté. Ils vont ajouter une personne à notre équipe. Ah, c'est bien ça. Félicitations. Est-ce que tu as utilisé une technique de pied dans la porte ou de porte au nez? Est-ce que tu as utilisé ce qu'on apprend ici? Est-ce que tu as utilisé un petit peu le petit traité de manipulation? Mais en tout cas, c'est grave cool. C'est grave cool. Je suis content pour toi. Ça va enfin te permettre de pouvoir soulager un petit peu en termes de masse de travail. C'est bien. C'est très bien. Qu'est-ce qu'elle fait, la puce? Y a pas assez d'eau dans le bol, c'est ça? Tu veux que l'eau elle soit jusqu'en haut? Qu'est-ce qu'elle fout? Je sais pas ce qu'elle fait. Je vois qu'elle est en train de jouer avec le bol, mais je comprends pas le principe. Parce qu'en fait, il y a de l'eau dedans. Hein. Il y a de l'eau à la moitié du bol et elle arrive à boire de temps en temps. Mais je sais pas pourquoi elle met des petits coups de patte. Pourquoi tu mets des petits coups de patte au bol? Ma puce? Brindille? Eh ben, mon cœur. Eh ben, y a pas assez d'eau dessus? Non? Je sais pas pourquoi. Elle joue avec, comme ça. Je crois qu'à ma tête, c'est surtout la technique du si vous me mettez en burn-out, vous êtes dans la merde grave. Oui?
Ça marche aussi, c'est vrai, c'est vrai. Oh ma puce. Regardez comme elle est belle. Regarde ça, ça fait du bien à ton âme, ça non? Hein? Ah, c'est une papate sur le nez. Ah, tu glisses, tu glisses. T'en as rien à péter de rester avec papa, hein? Tu veux juste le coussin, hein? Tu veux pas faire des câlins à ton papa un petit peu? Non, t'en as rien à péter. T'en as rien à péter. Rien à péter. Voilà. Rien à péter, je suis triste. Je voulais des câlins. Je voulais des câlins, moi. Et j'en ai pas. Oh oui, tu reviens. Non, tu vas sur l'autre coussin. Elle est juste allée sur l'autre coussin. Elle m'est passée devant en mode non, mais je m'en fous de toi. Moi, c'est le coussin là-bas. Le coussin là-bas, il est mieux. Il est plus dodu. Tu es trop belle, ma puce. Moi, que tu es trop belle. Ce mépris. Ah ouais, mais total. Mais total. C'est juste pour pouvoir s'allonger sur le coussin bleu parce qu'il est un peu plus moelleux. Pire que celui du chat. Ah ouais. C'est la tristitude. Mais là, ça ronronne. Là, je gratouille et ça ronronne. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, hein. On les gratouille. On les gratouille. On les gratouille. Oh là là. On se met sur le dos. On se met sur le dos parce que c'est bien les gratouilles. Oh. Oh. Oh, c'est bien ça, hein. Oh là là, on kiffe sa vie là, hein. Ouais, elle kiffe sa vie quand même, hein. Elle kiffe bien sa vie. Bah oui, ma petite puce. Bah oui. Tu es belle, hein. Mon que tu es belle, t'es un gentil chaton. Même si tu me snobs de ouf. Je t'aime quand même. Je t'aime quand même. Même si tu me snobs. Ouais. Continuons, quand même. Toute l'explication de Chialdini et de ses collaborateurs vient dans cette citation. Elle repose donc en entièrement sur la notion de concession réciproque. Donc là, on revient un petit peu sur ce que je vous avais dit tout à l'heure. En fait, quand vous avez la technique du pied dans la, de la porte au nez, pardon. Quand vous avez la technique de la porte au nez, on peut, mais ils l'ont précisé, hein, on ne sait pas trop pourquoi, on n'a pas de preuve formelle que c'est telle ou telle explication qui répond le mieux à ça, mais on peut partir du principe, c'est une théorie valide en tout cas, qui n'a pas été invalidée, que ça peut être à cause d'une notion de norme sociale de réciprocité, donnant-donnant, parce que on part du principe qu'en refusant, on doit un service à la personne en face. Et donc la personne en face, en nous proposant une deuxième possibilité qui est moins coûteuse, on se sent obligé socialement de lui répondre oui et donc de faire ce qu'il nous a demandé en deuxième. Sans avoir bien sûr conscience que c'était la demande en fait véritable de la personne. Potentiellement. Mais voilà. Ça repose un peu sur la culpabilité. Complètement. Oui, complètement. Tu peux estimer que c'est de la culpabilité. C'est pas forcément la culpabilité à proprement parler, mais ça peut être un mécanisme assez identique. Je dirais qu'en fait le mécanisme est identique et que ça peut découler notamment en culpabilité. La culpabilité va avoir ce même mécanisme, mais va amplifier le côté négatif qu'on va avoir de nous-mêmes, de sentiment de pas faire la bonne chose et ainsi de suite. Et du coup, ça va devenir de la culpabilité. Mais je dirais que le mécanisme qui est à la base des deux est le même, plutôt. Et du coup, je vais continuer. Cette explication ne manque pas de séduction. Elle permet de comprendre certains aspects du phénomène de porte-au-nez que nous avons évoqué sans nous y arrêter. Elle permet notamment de comprendre pourquoi il est si important que ce soit la même personne qui formule les deux requêtes. Ça, c'est vrai qu'ils n'avaient pas trop insisté dessus. On a vu que dans le pied dans la porte, donc dans la VOD d'avant pour ceux qui sont sur YouTube, le chapitre d'avant, le pied dans la porte, en fait, il faut que ça soit le même thème d'action. Mais par contre, on s'en fout que ça soit la même personne qui fait les deux demandes. On s'en fout que ça soit séparé dans le temps, même jusqu'à 10 jours. On s'en fout de plein de trucs, en fait, au final. Là où, par contre, c'est pas du tout le cas dans la porte au nez. Dans la porte au nez, il faut que ça soit la même personne. Il faut que les deux demandes soient quasiment fait coup sur coup. Il faut qu'il y ait plein de conditions, en fait, où c'est peut-être plus un engagement vis-à-vis de la personne que vis-à-vis de l'action qui compte. Et du coup, c'est là où on voit un petit changement. C'est que c'est une technique qui va non pas se baser sur l'engagement dans un processus, dans une action, dans un engagement d'action, mais plutôt dans un processus d'engagement vis-à-vis d'un individu, d'une personne.
La norme de réciprocité ne peut évidemment jouer que dans la mesure où le solliciteur reste le même. Elle permet encore de comprendre pourquoi il est si important que le premier comportement soit demandé soit excessivement coûteux. Il faut en effet que la différence du coût entre les deux comportements demandés soit telle que la seconde requête puisse effectivement apparaître comme une réelle concession faite par le solliciteur, exigeant en retour une concession de la part du sollicité. À l'appui de cette argumentation, Cialdini et ses collaborateurs rapporteront des résultats expérimentaux, montrant que la stratégie de la porte au nez perd toute efficacité lorsque les deux requêtes sont formulées par des expérimentateurs différents, et lorsque le comportement concerné par la première requête n'est pas franchement plus coûteux que celui concerné par la seconde. Malheureusement, pour séduisante qu'elle soit, l'explication de Cialdini et de ses collaborateurs n'est pas très satisfaisante. Rapidement, d'autres parviendront à montrer que la concession faite par le solliciteur ne peut être tenue pour le facteur causal principal du phénomène de porte au nez. Pour ces chercheurs, ce qui compte, ce n'est pas que la personne ait le sentiment que celui qui formule la seconde requête accepte de subir une perte, mais plutôt le sentiment que cette seconde requête est plus avantageuse pour elle. C'est une chose que d'accepter la seconde requête parce que votre interlocuteur semble vous avoir fait une concession. C'en est une autre que de l'accepter parce qu'elle vous semble plus avantageuse. Les chercheurs qui avancèrent de tels arguments, Miller, Seligman, Clark, Bush en 1976, étaient partisans d'une autre explication du phénomène de porte au nez. Pour eux, l'acceptation de la seconde requête résulterait plutôt du contraste que le sujet a pu ressentir entre le coût des deux requêtes. Le caractère exorbitant de la première requête faisant, par contraste, apparaître la requête finale comme plus raisonnable que cela n'aurait été le cas en l'absence de la requête préalable. Là, on retombe un petit peu sur ce que je vous disais tout à l'heure. Donc effectivement, une autre explication qui vient apporter une possible raison, mais en soi, on ne sait pas. On n'a pas de... Encore une fois, dans ce champ de recherche, on n'a rien à l'heure actuelle qui permet de dire le mécanisme il fonctionne comme ça, vraiment, a priori. Pour l'instant, on est vraiment un peu dans le flou. On avance des possibles théories d'explication, mais on n'a rien de certain. Très très clairement, on n'a rien de certain, et on a du probable, mais ça s'arrête à ça, c'est du probable. Donc la seconde explication, c'est ce que je vous avais déjà dit tout à l'heure, c'est qu'en fait on a déplacé la fenêtre d'acceptation. En gros, à la base, le truc qu'on va faire accepter, il est très coûteux. Donc techniquement, il est en dehors de la fenêtre d'acceptation. Là, si tu proposes comme ça direct, dans la plupart des cas, les gens vont te dire non, parce que c'est déjà trop coûteux. Mais en faisant une grosse demande d'abord, très 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 grosse demande, beaucoup plus grosse que celle que nous on veut faire accepter. En fait, on déplace la fenêtre d'acceptable. Et encore une fois, on retombe sur le même principe de la fenêtre d'Overton. On déplace la demande acceptable, parce que du coup, en ayant demandé un énorme truc, qui évidemment sera refusé, effectivement, par contraste, la deuxième demande, finalement, elle a l'air vachement raisonnable. Elle a l'air tout à fait acceptable. Est-ce que vous avez vu la première demande, à quel point est-ce qu'elle est horrible, à quel point elle est grande, à quel point elle est coûteuse. La deuxième, finalement, c'est la piste de chat, on peut y aller, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que on ne sait pas encore vraiment quoi, comment, mais on a quand même des explications possibles, probables. On se demande si c'est ça. On n'est pas certain, mais on se demande si c'est ça. Et c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Ah merde. Il y a une prise d'otage actuellement en France. Dans une prison ou un truc du genre. C'est pas tip top. C'est pas tip top. Pardon, petit... Je vois passer les news, alors du coup ça attire mon œil. Désolé. Je fais pas exprès. Je vais continuer. Deux chercheurs... non, j'ai raté un paragraphe. Ainsi, si votre fils vous demande de lui offrir... Coucou Lumberjack, comment vas-tu aujourd'hui? Est-ce que tu vas bien? On est en pleine lecture de sciences sociales. Et là, il y a YouTube qui te voit. Sache-le. YouTube te voit. Voilà. Par contre, toi, tu vois pas YouTube. Ce qui est logique, puisque YouTube, du coup, c'est dans le futur. Ça se fait sens. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Tu es venu apprendre à manipuler des gens? Tu es venu apprendre un petit peu de sciences sociales? J'espère que tu vas bien. Du coup, nous, on est en train de faire la technique de la porte au nez. C'est quand tu demandes un très gros truc pour qu'on te dise non, pour qu'après tu demandes un gros truc mais plus petit, et que du coup on te dise oui. C'est beau, hein. Technique de manipulation. Du coup, je vais quand même continuer mon petit paragraphe, mais je te laisse répondre un petit peu sur comment est-ce que tu vas, quoi de beau, tout ça, tout ça. Ça peut aller, toi. Ça peut aller.
Voilà, on va résumer à ça aussi, on va dire ça peut aller. C'est pas forcément la meilleure période, j'ai une dent qui a explosé, plein de conneries comme ça, mais ça va. On dit que ça va, voilà. Donc je croise des très gentilles personnes, je croise des gens bien comme toi, alors tout va bien. Tout va que bien forcément. Du coup je continue un petit peu le paragraphe. Ainsi, si votre fils vous demande de lui offrir une chemise en vitrine valant 65 euros, vous risquez de trouver cette somme excessive. Mais s'il vous a demandé de rue auparavant de lui acheter une chemise de grande marque d'une valeur de 110 euros, il se pourrait bien que, par contraste, vous trouviez que finalement 65 euros, c'est un prix plutôt raisonnable. À en croire certains psychologues sociaux, cet effet de contraste perceptif serait donc susceptible de nous éclairer sur des phénomènes de porte-au-nez. Malheureusement, cette explication ne vaut pas davantage que la précédente. Elle ne me permet pas, par exemple, de comprendre pourquoi le phénomène de porte-au-nez s'estompe, au point de disparaître, lorsque les deux requêtes ne sont pas formulées par le même expérimentateur. Si contraste perceptif il y a, celui-ci tient aux requêtes en tant que telles et non à qui il les présente. La théorie du contraste perceptif est donc, elle aussi, sujette à caution. Donc là, c'est justement le problème de cette explication-là, c'est que ça n'explique pas pourquoi l'engagement est fait par rapport à l'individu et pas par rapport à l'action. Au contraire, l'explication qu'ils apportaient là, elle était intéressante en soi, hein, elle est jolie, mais elle n'explique qu'un engagement vis-à-vis de l'action. Et donc, puisqu'il y a un engagement vis-à-vis de l'individu, et que c'est surtout vis-à-vis de l'individu, puisque si on change la personne qui demande le deuxième service, ça ne marche plus, ça n'explique pas en fait, ça n'est pas cohérent. Donc c'est une jolie explication, mais elle n'est pas valide. C'est con, hein. Deux chercheurs américains, Foel et Goldman en 83, avaient de leur côté avancé une explication permettant de comprendre pourquoi la stratégie de la porte au nez ne se montre efficace qu'à propos des causes nobles. Pour eux, il est difficile de ne pas aider quelqu'un de bien, quelqu'un d'aussi estimable, par exemple, que ces bénévoles, qui se dévouent corps et âme pour des causes comme la recherche médicale, la réinsertion des délinquants, l'assistance aux plus pauvres, la sauvegarde de la planète, etc. La première requête n'aurait alors d'autre fonction que de poser le solliciteur comme une personne digne et respectable, et partant comme une personne à qui il est plus difficile de refuser quelque chose. Mais cette explication n'est pas non plus satisfaisante. Elle ne permet pas de comprendre ni le rôle décisif du caractère exorbitant de la première requête, ni celui tout aussi décisif du bref délai devant séparer les deux requêtes. Pourquoi est-ce qu'une personne qui serait digne de confiance et respectable, lorsqu'elle recrute des volontaires pour une période de 2 ans, mais pas pour une période d'1 mois? Pourquoi une personne serait-elle digne et respectable quelques instants après avoir formulé une requête initiale exagérément coûteuse, mais pas 24 heures plus tard? Pourquoi? On ne voit vraiment pas. Donc là, c'est une troisième explication qui vient dire, en fait, c'est parce que, vu que les demandes qu'on a fait sont dans des cadres sociaux plutôt bien connotés, la réinsertion et ainsi de suite, donc pour des bonnes causes, quoi, en faisant cette demande, qui est certes exorbitante, en faisant cette demande initiale, en fait, on place le cadre, on met cette étiquette sur la personne. On dit, regarde, cette personne, c'est quelqu'un de bien, il fait des trucs bien, regarde, il s'engage dans les trucs de bénévoles et compagnie. Et c'est à cause de cette étiquette qu'on serait susceptible d'accepter la deuxième. Même si la première est trop coûteuse, la personne a l'étiquette, en fait, la première action aurait peut-être suffi à mettre l'étiquette, et après, c'est bon, il a l'étiquette, donc il est digne de confiance, on va accepter sa deuxième demande, même si elle est coûteuse. Et en fait, c'est pas suffisant en fait comme explication, parce que ça répond pas pourquoi est-ce que la première demande doit être si exorbitante. Pourquoi est-ce que la deuxième demande doit être faite très peu de temps après? C'est pas logique. Quand bien même on met une étiquette sur l'individu, ce qui explique du coup pourquoi est-ce qu'il y a une importance de l'individu dans les requêtes, ça n'explique pas pourquoi il y a des conditions annexes à remplir, comme la première demande exorbitante, le peu de temps entre les deux demandes et ainsi de suite. Donc encore une fois, on se retrouve avec une explication qui est intéressante, qui est très jolie sur le papier, mais qui n'est pas valide. Qui, de fait, a des critiques qui la rendent pas valide. Alors je pense que c'est ce vers quoi ils vont aller. Probablement qu'il y a un peu des trois. Mais encore une fois, dans tous les cas, à l'heure actuelle, aujourd'hui, de l'état des connaissances sort sur cette technique-là, qui s'appelle donc la porte au nez, donc l'état des lieux de ces mécanismes-là, qui peuvent entraîner donc de la manipulation, on ne sait pas. On ne comprend pas vraiment le fonctionnement. On constate que ça marche, mais on ne sait pas pourquoi. C'est comme si vous aviez un moteur, vous savez que si vous appuyez sur le bouton, il démarre. Par contre, qu'est-ce qu'il y a dedans voilà. Qu'est-ce qu'il y a qui fait que quand on appuie sur le bouton, ça démarre?
On sait pas. C'est peut-être un signal électrique, c'est peut-être un truc mécanique, c'est peut-être qu'il y a une étincelle. On n'en sait rien. Le moteur marche, c'est tout ce qu'on constate. Tu appuies sur le bouton, le moteur marche. On a compris le bouton, on a compris que le moteur marchait. Par contre, comment est-ce qu'il est fait le moteur, ça, voilà, hein, ça reste du... Hein, voilà, on trouvera un jour. Les 3 explications, qui viennent d'être avancées, étaient relativement spécifiques, ou même, sans que cela soit nécessairement péjoratif, ad hoc. Elles ont été formulées ou reformulées à la seule fin de nous aider à saisir le phénomène de Portonnet. Donc 40K, il faut danser avant, sinon le moteur il démarre pas. Alors ça c'est seulement si tu es un... orc. Coucou Balkeo, j'espère que tu vas bien ce matin. C'est seulement que si tu es un orc, sinon tu t'en fous. Et il faut que le moteur soit rouge pour aller plus vite aussi, c'est important, c'est très important. Je sais pas pourquoi, mais c'est important. Elles se révèlent pourtant défectueuses, chacune d'entre elles négligeant un ou plusieurs aspects importants de ce phénomène. Aurions-nous alors avantage à recourir à quelques théories plus générales, et que les psychologues sociaux évoquent volontiers, lorsqu'il s'agit de rendre compte de phénomènes analogues à ceux qui nous occupent dans cet ouvrage? La théorie de l'auto-perception vient tout naturellement à l'esprit. Cette théorie est issue d'une longue tradition de recherche qui montre que les gens n'ont pas vraiment une connaissance directe de ce qu'ils pensent, qu'ils ressentent, qu'ils veulent, finalement de ce qu'ils sont. Il n'existe pas, hélas, de fenêtres qu'on puisse ouvrir et qui donnent sur le fort intérieur, qui nous permettent ainsi d'appréhender directement nos opinions, nos sentiments, nos goûts. Toutes ces informations sont sur nous-mêmes. Faute de pouvoir directement y accéder, il nous faut les déduire, ou plus justement, les inférer. C'est de là une vieille idée qui est chère à Spinoza, réhabilitée par le pédagogue Alain. On ne chante pas parce qu'on est heureux, mais on est heureux parce qu'on chante. On doit à Bem, en 65 et en 72, d'avoir systématisé et théorisé cette idée. Selon cet auteur, connu pour son radicalisme skinnérien, nous parvenons à une connaissance de nos états internes en nous livrant à une analyse de nos comportements, des conditions dans lesquelles nous avons agi. Le contexte de liberté, forte versus faible, par exemple, est la première condition à prendre en compte pour analyser nos comportements. Ainsi, si nous avons réalisé cet acte donné dans un contexte donné de liberté, nous aurons davantage le sentiment que cet acte reflète ce que nous sommes, nos motivations, nos traits de personnalité, que ce n'aurait été le cas si nous avions réalisé le même acte dans un contexte contraire. Et sinon, coucou en effet. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, du coup. Je sais pas s'il y a enfin des gens qui sont apparus, parce que ce matin, c'est l'hécatombe, hein. Il y a personne, hein. Il s'est passé quoi, là? On est quoi? On est mardi 5? Il se passe quoi le mardi 5 octobre? Il s'est passé un truc particulier qu'il y a personne? Parce que c'est calme, hein, ce matin. C'est très 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 calme. Mais j'espère que vous allez bien, du coup. J'espère qu'il vous arrive pas de conneries. Ah, j'en profite pour boire un petit coup, hein, quand même. Il est quelle heure d'ailleurs? Il est midi. En vrai, on va finir le chapitre et puis je vais aller me chercher à manger parce que j'ai faim. Donc là, ce qui était intéressant, c'est qu'il revient un petit peu sur l'état des lieux. Ouais, j'ai vu, bah, on a eu aussi là, juste à côté, pas mal d'eau qui est montée, mais tant mieux si vous avez rien, effectivement. Bah, après, je pense que vous êtes vachement reculé. Bon, après, ça change rien, nous on est reculé dans les terres et on s'est pris aussi des bonnes quantités d'eau, donc en vrai non, ça change rien. Mais bah, du coup, cool que tu vas bien. Je me suis cassé ma fausse dent. Ah, ça c'est nul. Ça c'est quand même nul. C'est pas fou. Bah, j'espère que ça va aller du coup. Je comprends ta situation. Je ne comprends que trop ta situation. Mais voilà. Oui, même si c'est que la temporaire, ça fait chier. Moi, il a plu dans la maison, mais comme d'hab, quand de grosses pluies. T'as des problèmes d'infiltration d'eau? C'est cool ça. Ça met de bonne humeur. Ah. Nous ça va, on n'a pas d'infiltration d'eau. Il fait humide, mais on n'a pas d'infiltration d'eau. Au moins. C'est ça de gagner. Mais par contre, dans l'ancien appart, c'était un enfer. C'était tellement un enfer. C'était horrible. C'était horrible. C'était horrible. C'était trop horrible. Mais bon, bref. J'espère que du coup ça ira pour tous ceux qui sont dans le sud comme moi et qui du coup ont bouffé de l'eau. Ah oui, ton rendez-vous d'hier, du coup ça s'est bien passé? Ou il s'est planté encore plus? C'est le truc horrible. Probablement opération de la mâchoire. Ah. Ah. Ah, c'est bien. Ça donne envie. Ça donne pas envie. Mais bah du coup, bon courage. Fort. Très bon courage. J'espère que ça se passera bien. Parce que bon. Et 2 ans d'appareil.
quelle horreur. Ça va être chiant ça de ouf. Tu dois être contente. Tu dois être contente. C'est grave relou. C'est grave relou. Oh. Bah j'espère que ça va aller du coup. Malgré les opérations des dents. Parce que encore une fois c'est pas foufou. C'est un mal pour un bien. Ouais voilà c'est ça. C'est un mal pour un bien. Faut se dire ça. J'hésite un peu en fait. Bah pourquoi? Je croyais que là ça allait pas trop les dents. C'est pourquoi que t'hésites un peu. Comment ça se fait? Parce que c'est important la bouche, hein. Si c'est en bon état, c'est mieux. Parce que déjà, ça permet de manger et c'est trop bien de manger. Euh, mais en vrai, c'est surtout que sinon, ça fait mal, quoi. C'est moche, dents un peu tordues. Ah, c'est pour un problème esthétique? Je t'avoue que ça m'a jamais fait tilter. Mais est-ce que ça vaut de souffrir? C'est sûr. Bah après, moi, je t'avoue que j'ai jamais tilté, hein. Parce que du coup pour ceux qui ne le savent pas, la goupille c'est quelqu'un que je connais dans la vraie vie. Donc que j'ai vu notamment hier. Parce qu'elle se réfugiait chez nous pour la pluie avant son rendez-vous. Et en l'occurrence, il n'y a rien de choquant loin de là. Enfin vraiment, j'avoue que ça se voit pas. Après moi, je suis pas non plus la personne qui voit le plus de détails physiques, loin de là. J'avoue que c'est compliqué pour moi de faire attention aux détails physiques. C'est pas mon... C'est pas là où je regarde, donc du coup j'avoue que c'est compliqué. Peut-être que ça se voit, hein, mais j'avoue que moi je l'ai pas vu particulièrement. Mais du coup bah là-dessus, c'est sûr que tu vas douiller, mais après comme dit Lumber, c'est pour un bien. Si toi ça te dérange d'avoir la bouche comme ça, d'avoir les dents comme ça décalées, enfin les dents un peu tordues, est-ce que tu te sentiras mieux une fois que c'est remis en droit? En vrai, l'appareil dentaire aujourd'hui c'est tellement commun. Oui, non, bien sûr. Bien sûr, mais c'est pas une question que c'est pas commun, c'est plus dans le sens qu'elle a pas envie de douiller. Je pense que c'est plus ce côté-là, puisqu'elle parle de la souffrance notamment. Donc je pense que c'est plus dans le sens ça va pendant 2 ans, elle va avoir un appareil et elle se sera fait opérer quoi. Après c'est sûr qu'à 30 ans c'est moins habituel, mais même à 30 ans t'en vois, hein. Même à 30 ans t'en vois, hein. En vrai de vrai t'en vois, hein. Même à 30 ans, hein. On en voit partout et c'est normal, ouais. C'est plus si peu commun qu'avant. Je pense que vraiment c'est plus si peu commun qu'avant. J'ai pas de stats hein, donc pour avancer ça, mais moi j'avoue que je serais pas choqué outre mesure. Je l'ai gardé 4 ans et demi pendant l'adolescence et j'en ai un peu marre. Oui non mais ça par contre ça c'est un autre propos. Ça c'est un autre propos. C'est sûr que par contre dans une petite ville c'est moins commun qu'à Marseille. Marseille c'est une grosse ville, il y a beaucoup de monde, c'est sûr que ça joue de manière évidente. Ça c'est sûr que tu as un bassin de population qui est bien plus élevé. Donc forcément tu vois plus facilement des gens qui ont des différences physiques on va dire. Que dans un petit village qui est constitué des 5 mêmes familles de pecnos qui se reproduisent entre eux depuis 5 siècles. Je suis méchant hein mais m'en voulez pas hein, je vis dans la petite ville. Donc hein, voilà. Mais c'est vrai que tu as un bassin de population plus... Enfin qui du coup est moins important dans un village donc moins de changements et moins d'aspérité physique on va dire. Mais après tout ce qu'il faut en fait c'est te positionner sur toi. Est-ce que ça t'apporte vraiment quelque chose? Est-ce que c'est important pour toi? Plus que le regard des autres et tout. Est-ce que c'est important pour toi là d'avoir les dents qui sont droites par exemple? Ou est-ce que en soi tu t'en fous? Ou est-ce que ça te dérange vite fait mais sans plus? C'est plus là-dessus qu'il faut voir en fait. Est-ce que toi tu penses que tu seras mieux si t'as l'opération et les 2 ans d'appareil qui portent leurs fruits? Ça commence à me gêner. Bah, si ça commence à te gêner, je pense que le plus tôt c'est le mieux. Parce que plus tu laisseras, plus ça risque de te gêner. C'est le problème. C'est souvent le problème. Si on laisse passer, on va dire, le problème, ça ne peut qu'augmenter. Ça ne peut que porter préjudice. Malheureusement, ça ne fait généralement qu'augmenter. Ça devient de plus en plus chiant. Mais bon. Après, voilà, j'ai pas forcément les meilleurs conseils du monde parce que moi, le physique, j'avoue que j'en ai rien à péter. Alors, du coup, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Je suis loin d'avoir les meilleurs conseils. Très loin d'avoir les meilleurs conseils. Et avec l'âge, c'est de pire en pire. Ouais, ça peut. Je vais me recentrer quand même sur le texte parce qu'on est en VOD.
Hein, c'est pas contre vous, hein, au contraire, je continuerai à papoter avec vous. Hein. Mais je vais continuer le texte aussi, parce qu'après sinon la VOD va durer 10 ans pour parler dedans. Pourquoi pas, hein, mais les gens qui vont être un peu surpris quand ils vont venir sur la VOD, de la rediffusion, du live lecture, et qui vont se dire, mais attends, mais hein, c'est dans le bouquin ça? Ça sera rigolo, mais je pense que ça sera un petit peu surprenant. Donc je vais continuer un petit peu, mais vous pouvez continuer à papoter, hein, n'hésitez pas, hein, moi de toute façon il y a de l'activité et je peux continuer à parler. Il faut faire des cuts, oui, mais j'ai la flemme de faire du montage. Mais oui, je pourrais. Mais la flemme. Parce que ça ferait pas forcément des cuts super propres. Donc, parce qu'on a commencé à papoter comme ça à moitié, donc... Mais bon, bref, je reprends. Allons plus loin, une personne signe une pétition. Supposons qu'elle signe cette pétition, tantôt après avoir vu de très nombreuses personnes la signer avant elle, tantôt après avoir vu au contraire de très nombreuses personnes refuser de la signer. Dans la première situation, cette personne pourra, en se livrant à l'analyse de son comportement, éprouver le sentiment d'avoir signé la pétition pour faire comme tout le monde. Elle pourra donc tenir la signature de la pétition pour le produit des circonstances, à ce titre, comme un acte qui ne reflète en rien ses opinions personnelles. Dans la seconde situation, au contraire, aucune échappatoire n'est possible. Si elle a signé, c'est qu'elle le voulait bien, et cette signature est, cette fois, une information utile, une information sur ses opinions, pour elle comme pour les autres. La théorie de l'auto-perception a peut-être avancé, et pour rendre compte du phénomène de pied dans la porte. Elle ne peut l'être en revanche pour rendre compte de celui de la porte au nez. Le refus de la première requête devrait en effet apprendre au sujet qu'il est quelqu'un qui ne s'implique pas facilement dans les actions qu'on lui propose, qui a plutôt tendance à refuser les sollicitations d'autrui, etc. Cette connaissance que le sujet vient d'acquérir sur lui-même devrait donc le conduire à rejeter et non pas à accepter les futures requêtes. Notre raisonnement est sans doute un peu brutal. Un défenseur de la théorie de l'autoperception ne manquerait pas de faire valoir que dans la mesure où la première requête est par principe extravagante, celui qui la repousse ne peut faire aucune inférence fiable sur ses états internes. Il va de soi que ce n'est pas parce que je refuse de consacrer 2 heures par semaine de mon temps pendant 2 ans à la Ligue contre le cancer que je suis totalement insensible à la recherche médicale. L'argument est de bon sens. Mais s'il montre qu'il n'est pas facile de rejeter la théorie de l'autoperception, il ne permet en rien de conclure quelle est la théorie adéquate de l'effet de la porte au nez. En somme, cette théorie générale ne s'avère pas plus satisfaisante que les explications spécifiques à rappeler précédemment, qu'elle repose sur l'idée de concession réciproque, de contraste perceptif, ou encore de dignité et de respectabilité du demandeur. On peut alors craindre qu'il soit de même avec d'autres théories psychologiques générales, notamment avec les théories de l'engagement, qui nous paraissent pourtant, jusqu'ici, la plus intéressante. En effet, une application à la lettre et sans souplesse de la théorie de l'engagement débouche sur les mêmes prédictions que la théorie de l'autoperception. Le refus, en toute liberté, d'une première requête concernant une cause donnée, ne peut que nous conduire à prédire le refus d'une seconde requête portant sur la même cause. Exactement comme dans le pied dans la porte, l'acceptation d'une première requête nous avait conduit à prédire l'acceptation d'une seconde requête. Chapitre 4, donc celui qu'on a fait dans la précédente VOD, pour information. Nous rencontrons donc, avec la théorie de l'engagement, les mêmes limites qu'avec la théorie de l'autoperception. Mais là encore, le caractère exorbitant de la première requête préserve la théorie de l'engagement d'une invalidation. Quelqu'un qui rejette une demande parfaitement inacceptable, et que l'expérimentateur a voulu comme tel, peut-il ce faisant éprouver le moindre sentiment de choix, et donc de liberté? Nous ne le pensons pas. Et en l'absence de tout sentiment de liberté, comment est-ce qu'un individu pourrait-il être engagé dans son refus? Souvenons-nous, sans liberté, pas d'engagement. On ne peut donc guère, dans ces conditions, attendre les effets de persévération qui auraient dû conduire au refus des requêtes ultérieures du même genre. Il faut l'admettre, en dépit des nombreuses tentatives d'explication, le phénomène de la porte au nez reste bel et bien inexpliqué. Terrier, Joule, Marfing en 2011. Plutôt que de nous risquer à formuler une nouvelle explication, nous voudrions simplement tracer une voie. Supposons que l'individu qui refuse la requête exorbitante se sente évalué par son interlocuteur quant à sa générosité, son dévouement, bref, quant à ses qualités morales. S'il refuse, par exemple, de donner son sang à raison d'une fois par mois durant 4 ans, il pourrait penser que son interlocuteur va avoir une piètre opinion de lui, qu'il va le juger comme quelqu'un d'indifférent aux besoins des autres, en l'occurrence à la vie d'autrui. Surtout s'il pense que la personne qui l'a sollicité est vraiment quelqu'un de bien. Or, on a pu montrer que de telles évaluations, lorsqu'elles étaient formulées explicitement, suffisaient parfois à induire des comportements destinés à les contester, voire notamment style en 75.
On peut alors se demander s'il ne se passe pas quelque chose de semblable dans le phénomène de porte au nez. Encore une fois, en posant cette question, nous n'avons pas pour ambition de fournir une explication de ce phénomène. Nous avons seulement souhaité montrer la similitude de deux phénomènes, peut-être aussi ouvrir une voie de réflexion. Dans cette veine, nous avons pu montrer que le refus de la requête coûteuse s'accompagnait d'un état de tension psychologique, état de tension que l'acceptation de la seconde requête permettrait de réduire. Terrier et Joule en 2008. Donc là, en fait, vous avez tout un passage donc, où il dit, bon bah voilà, on a plusieurs explications qui ont été avancées sur le mécanisme de la porte au nez. Pourquoi est-ce qu'il marche comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'on va accepter la deuxième et pas la première, et ainsi de suite, bref. Et des causes, vraiment du processus en lui-même. Qu'est-ce qui fait que le moteur fonctionne, pour reprendre notre analogie du moteur? Et la réponse est, à l'heure actuelle, on ne sait pas. On n'en sait rien. On n'a rien qui permet de dire, oui c'est ça. On a des explications qui ont des critiques, qui permettent du coup de dire, bah regardez, là, cette explication qui est avancée, elle est cool, hein, elle permet de comprendre ça, elle permet de comprendre ça, mais elle permet pas de comprendre ça, elle permet pas de comprendre ça, elle permet pas de comprendre ça. C'est quand même dommage. Mais pour autant, on n'a rien qui permet de dire, elle ne marche pas. Non, c'est, ok, elle répond à la moitié des trucs, mais elle répond pas à l'autre moitié. Elle n'est pas invalidée, mais elle n'est pas suffisamment explicative. Donc à minima, même si elle rentre en ligne de compte, elle n'est pas suffisante toute seule. Et donc il pose la question de, bon, écoutez, on n'a pas de connaissances, on n'est pas sûr de pourquoi, mais on peut se poser une question, on peut voir qu'il y a une certaine similitude. On a fait des travaux qui ont testé, qui ont montré que, notamment, le simple fait de faire une énorme demande sur des questions notamment de bénévolat et ainsi de suite, suffisait à mettre une étiquette sur la personne qui a fait cette demande, comme quoi c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de digne, quelqu'un de respectable, quelqu'un d'engagé, et ainsi de suite. Donc vous savez que la personne qui est demandeur va avoir cette étiquette d'attaché. Puisque on a mis sur cette personne cette étiquette d'être quelqu'un de bien, on se dit que la personne qui est sollicitée, à qui on demande, peut faire la réflexion, sans forcément en avoir conscience, que la personne en face est en train de nous juger pour notre refus. Nous, on sait que c'est quelqu'un de bien. En tout cas, on part du principe que c'est quelqu'un de bien au vu de la demande et du contexte dans lequel elle demande. Mais du coup, puisque c'est quelqu'un de bien, qui a donc une haute valeur morale, et que nous on a dit non, c'est que nous on n'a pas de valeur morale. En tout cas, c'est ce que la personne en face peut se dire. Et donc, parce qu'on se fait cette réflexion-là, consciemment ou inconsciemment, encore une fois, peu importe, comme on se fait cette réflexion-là, c'est le moment où notre cerveau va nous dire « Oh, peut-être que si tu réponds oui la deuxième, ça permettra de remonter un petit peu, hein, de regrappiller un petit peu des points moraux. » C'est une question, un raisonnement qui est ouvert. Et ils se font cette question-là parce que notamment, ils ont fait des travaux, donc à Terrier et Joule en 2008, qui ont mis en avant le fait de refuser la première demande, donc la demande très coûteuse, ça mettait sous tension, ça te mettait en fait dans une situation inconfortable. Psychologiquement, tu es mal à l'aise, tu es pas bien, ça te dérange d'avoir dit non. Et que du coup, bah, le fait d'avoir une demande derrière que tu dis oui, ça permet de réduire cette tension, ça permet de réduire cet inconfort. Et donc, c'est pour ça qu'ils posent ces questions-là. Ils n'ont pas de preuves, ils n'ont pas de théorie à avancer, ils disent juste, voilà, puisque de toute façon, on n'a pas de théorie valide, on peut peut-être se poser la question sur ce sens-là, mais bon, c'est une question, c'est un raisonnement, il faudrait le travailler, quoi. Ça, c'est comme ça que ça marche en science, hein. On n'avance jamais comme ça en disant ouais c'est ça, sur certains je le sens comme ça, hein, parce que mon pif, hein, il y croit. Non, tu ouvres des pistes de raisonnement, tu te dis bon bah écoutez, à l'heure actuelle, on se dit que ça peut peut-être être intéressant d'aller voir de ce côté-là. C'est intéressant. Ça veut pas dire que c'est vrai, ça veut pas dire que ça va être le truc qu'ils vont défendre, mais c'est peut-être le truc qu'ils vont aller chercher après. Ça va être la prochaine recherche qu'ils vont faire. Et ça, c'est plutôt intéressant à voir en vrai. Parce que mine de rien, ça vous montre vraiment comment est-ce que ça fonctionne les sciences. Par petits pas, par questionnement, par raisonnement, qui vont faire qu'on sait qu'on va aller chercher à un moment donné dans cette direction. Parce que ça peut être intéressant. Encore une fois, ça peut être tout à fait faux. On n'en sait rien puisqu'on n'est pas allé voir. Mais on ouvre l'idée que peut-être ça sera intéressant d'aller voir par là-bas. Au pire des cas, on apprendra que ça n'est pas dans ce sens-là. Hein. Parce que la science, il faut bien comprendre qu'elle avance toujours. Même si vous vous montrez dans une de vos expériences que vous avez tort sur vos présupposés de base, vous apprenez. Parce que du coup, vous apprenez une manière de ne pas le faire. Et c'est toujours une information de plus. Donc vous apprenez toujours, en fait, même quand vous vous trompez par rapport à vos théories de base, quand l'expérimentation prouve que non, bah c'était pas ça, vous apprenez quand même. Et ça, c'est important de le mettre en avant. Une bonne porte au nez ou un bon pied dans la porte.
Il n'a pas manqué de chercheurs pour se demander quelle stratégie, de la porte au nez ou du pied dans la porte, se montrait le plus efficace. C'est le cas par exemple de Kahn, de Sherman et de Elks en 1975. Ces chercheurs ont donc confronté dans une même expérimentation les deux stratégies. Il s'agissait d'amener les habitants de Bloomington, dans l'Indiana, à distribuer dans leur entourage 15 brochures concernant la sécurité routière. C'est là le comportement qui était attendu. Deux requêtes initiales. La première, insérée dans une stratégie de pied dans la porte, consistait à demander aux gens de répondre à 3 courtes questions, portant également sur la sécurité routière. La seconde, insérée cette fois dans une stratégie de porte au nez, consistait à leur demander de compter 2 heures durant le nombre de véhicules traversant un important carrefour de la ville. La première de ces requêtes était donc relativement peu coûteuse. Toutes les personnes sollicitées acceptèrent d'ailleurs de répondre aux 3 questions. La seconde était, en revanche, indiscutablement plus coûteuse. Cette fois, seulement quelques rares personnes, environ 1 sur 10, acceptèrent de donc compter les automobilistes. La requête finale, qui était de distribuer les brochures, était par conséquent franchement plus coûteuse que la première des requêtes initiales, mais considérablement moins coûteuse que la seconde. Cette recherche permettait donc bien de comparer l'efficacité des deux stratégies de manipulation. Elle présentait un intérêt supplémentaire, les chercheurs ayant jugé bon de faire varier le délai entre la requête initiale et la requête finale. Tantôt, ces deux requêtes étaient formulées successivement, à la faveur du même contact. Tantôt, la seconde requête n'était formulée que 7 à 10 jours, après la première, lors d'un second contact. Qu'en est-il des résultats ? Ils confirment d'abord l'efficacité des deux techniques, lorsque les deux requêtes sont formulées durant le même échange. Dans ce cas, les deux techniques se valent plus ou moins. 78,3% et 90,5% des personnes sollicitées s'étaient portées volontaires pour distribuer les 15 brochures, respectivement avec la stratégie du pied dans la porte et avec celle de la porte au nez. La différence entre ces deux pourcentages n'étant pas statistiquement significative. Alors là, ce que ça veut dire, c'est que même si on a donc en gros 80 et 90%, il y a 10% d'écart, ces 10% d'écart ne sont pas significatifs dans le sens où, vu le groupe humain qu'on a fait tester, en fait, ils n'ont pas de... Enfin, les 10% peuvent être expliqués par tellement de choses que ce n'est pas la différence de technique qui l'explique. Ça peut être juste parce que pour une raison X ou Y, ils ont vu tel truc qui a fait que oui, ils ont été plus susceptibles de dire oui. Ou moins susceptibles de dire oui. Bref, ce sont des facteurs autres, des facteurs qui sont non significatifs par rapport aux deux expériences, donc deux éléments qui n'ont pas de rapport direct avec les deux techniques, qui expliquent la variation entre les résultats des deux techniques. C'est ça que ça veut dire. Mais il en va tout autrement lorsque la requête initiale et la requête finale sont formulées à quelques jours d'intervalle. Si le pied dans la porte conserve son efficacité, 70% d'acceptation, la porte au nez perd totalement la sienne, 29 seulement % d'acceptation. Cette dernière modalité débouche même sur des effets contraires à ceux recherchés. On pourrait ici parler de contre-porte au nez, puisque les gens qui avaient rejeté quelques jours auparavant la requête initiale furent plus nombreux à refuser de distribuer les brochures que ne le furent ceux d'un groupe contrôle auquel on avait demandé directement de les distribuer, et le taux était de 50% d'acceptation. Le temps joue donc différemment avec la technique du pied dans la porte et avec celle de la porte au nez. Il n'affecte pas l'efficacité de la première, mais il entrave l'efficacité de la seconde. Ces résultats n'ont rien d'étonnant. Ne sont-ils pas conformes aux connaissances que nous avons précédemment acquises auprès de ces professionnels, qui sont les spécialistes en pied de la porte, au pied dans la porte et de la porte au nez? Quant à savoir si une bonne porte au nez vaut mieux qu'un bon pied dans la porte, ou si vos préférences doivent aller au pied dans la porte plutôt qu'à la porte au nez, la question reste entière. La recherche, qui vient d'être évoquée, ne permet en aucune manière de trancher. Lorsque la technique de la porte au nez est utilisée comme il convient, même expérimentateur, bref délai entre les deux requêtes, les deux techniques ne peuvent être véritablement départagées. Les recherches ultérieures ne permettront pas davantage de prendre parti. Pour une synthèse, Pasquale et Guéguen en 2005. Si certains attestent la supériorité de celle-ci, d'autres attestent en revanche la supériorité de celle-là. Cette contradiction n'est pas difficile à comprendre. On ne peut jamais être sûr qu'un bon pied dans la porte soit opposé à une bonne porte au nez. Si bien qu'on a pu quelquefois comparer une stratégie optimisée à une autre qui ne l'était point. Ou, pour ceux qui sont sensibles aux images frappantes, un maillet dur, un marteau mou. Mais la raison peut encore tenir au type de comportement attendu. Il n'est pas exclu en effet que certains comportements soient plus faciles à obtenir par le pied dans la porte que par la porte au nez. L'inverse pouvant être vrai pour d'autres.
Et bonjour, escroc. Bienvenue, tu es désormais une petite fougère qui s'agite dans le vent. Bienvenue à toi sur un live lecture de sciences sociales. On est en train de lire le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Non, je ne suis pas alcoolique. Pourquoi cette question? Je vais continuer donc à lire le texte. L'inverse d'un, toujours est-il qu'il est périlleux de se faire une religion. Tout au plus peut-on avancer avec certains chercheurs comme Statelski ou Patch en 93 que le pied dans la porte doit être considéré comme une technique d'influence plus douce que la porte au nez. Quoi qu'il en soit, une bonne manipulation reste un ouvrage délicat. Si nous pouvons, sur la base de recherches expérimentales dans laquelle on se satisfait des faits statistiques, faire connaître quelques grandes stratégies manipulatrices, porte au nez, pied dans la porte, amorçage, etc., et en énoncer les principes d'optimalité, il reste pour l'art une place décisive. Il est de mauvais manipulateurs, comme il est de mauvais médecins. Il en est aussi des bons. Ceux-ci, s'ils étayent leur pratique professionnelle sur de solides connaissances théoriques, ont encore besoin d'un tour de main qui nécessite d'autres atouts, un sens aigu des relations humaines, une bonne tête, une certaine connivence culturelle, sans oublier bien sûr ce petit quelque chose sur lequel tout le reste n'est rien. Aussi, si de petites manipulations peuvent être envisagées, et voire même réussies, sur la base de recommandations contenues dans ce traité, vous ne pourrez éviter pour les manipulations d'envergure de recourir à l'homme de l'art, ou si vous préférez, à un conseiller. Mais les conseillers, pas plus que les conseilleurs, n'étant pas les payeurs, il est temps de tourner la page au sort propre et de retrouver Madame O. Fin du chapitre. Voilà, et du coup on va arrêter ici la VOD. Globalement ça fait 1 heure de toute manière de VOD, donc c'est très bien. Donc petite fougère de YouTube, j'espère que tu as apprécié cette suite du live lecture, et puis on se dit à très bientôt pour la suite. Ciao ciao ciao.